merci en tout cas à tous d'avoir pris du temps pour vous intéresser à mon travail et à celui aussi d'Émilie qui travaille avec moi. Celui d'Isabelle, parce que Isabelle, je vais vous la présenter, elle s'occupe de ma compta. Voilà. Et puis à toutes les personnes donc, qui aujourd'hui soit sont déjà dans le programme, soit suivre la formation, parce que vous verrez, il y a des choses différentes. En tout cas, merci de votre confiance. Donc, pourquoi je vous ai invité ce soir à 20h? Parce que tout le monde travaille, hein, tout le monde a ses petites occupations. Mais c'était pour vous présenter justement le travail que l'on propose aujourd'hui. Parce que le chemin que je vous propose et que certains ont déjà fait, certaines ont déjà fait, certains et certaines ont déjà fait, une fois que le diagnostic est posé, eh bien, il faut le comprendre. Il faut comprendre son autisme, son propre autisme. Et malheureusement, c'est pas simplement en lisant des livres qu'on peut le comprendre. C'est une réalité interne, subtile, complexe. C'est un chemin un petit peu compliqué, mais en fait pas si compliqué, parce que finalement, vous allez voir que quand on nous explique les choses de manière claire, simple, avec des images, eh bien, rapidement, on va pouvoir reprendre le contrôle sur notre manière de communiquer et notamment de communiquer avec nous-mêmes. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que l'autisme, c'est... alors déjà, on va enlever tous les trucs. Hein, l'autisme, c'est pas une maladie, c'est pas une maladie mentale, on n'est pas fou, non, ça n'a rien à voir. C'est un traitement de l'information qui est spécifique. Nous avons une hyperconnexion synaptique qui fait que nous allons percevoir l'information plus fort, nous allons la ressentir de manière désordonnée, dysrégulée, on appelle, ce qui va entraîner un traitement cognitif particulier de l'information. Et du coup, petit à petit, et notamment quand on est HPI, on va, en grandissant, développer ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire de ne pas traiter l'information correctement. Alors correctement, oui, c'est-à-dire qu'on va voir qu'on n'a pas accès à 55% des indicateurs qui nous permettent de comprendre de manière normalement naturelle la communication, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à l'implicite. Ah, vous allez dire, mais si, mais moi j'ai accès à l'implicite, ben non. Mais déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'implicite. Donc, c'est pas si évident que ça. Et ce chemin que je vais vous proposer à travers la formation, qui, vous allez voir, il y a des étapes progressives, pédagogiques, qui nous permettent de comprendre petit à petit et finalement de se réapproprier son handicap pour le vivre de manière harmonieuse, apaisée, sereine, je dirais. Voilà. Donc moi, ce chemin, je l'ai fait parce que j'ai été diagnostiquée, comme beaucoup d'entre vous, tardivement. C'est-à-dire à l'âge de 52 ans, j'en ai 57 aujourd'hui. J'ai trouvé toute seule que j'étais autiste. Parce que y avait un truc qui allait pas dans ma vie. J'avais plutôt des facilités au niveau scolaire, mais j'avais pas fait de grandes études au départ. J'avais un parcours chaotique, j'avais des problèmes de santé. Enfin voilà. Et quand j'allais voir les psychologues, les psychologues, psychiatres, eh bien on remettait ça sur la faute du HPI. On me disait que j'allais trop vite, que j'étais hypersensible, que j'étais en décalage, c'était normal parce que j'avais soi-disant un QI au-dessus de la norme. En fait, c'était pas ça du tout le problème. Le problème, c'est que je suis autiste. Donc, j'ai été diagnostiquée et que cet autisme, il a impacté toute ma vie. Et quand on ne sait pas, quand on ne nous le dit pas, hein, j'ai retenu ma baseline, j'ai appris ça dernièrement, il n'y a pas longtemps, grâce à Maïtena. Voilà. Quand on ne nous le dit pas, eh bien, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas l'imaginer, parce que quand nous sommes une personne autiste, eh bien, tant qu'on ne nous a pas montré, tant qu'on ne nous a pas expliqué concrètement
nous n'avons pas accès à la connaissance, nous n'avons pas accès à le pourquoi du fait que nous soyons impactés notamment dans notre relation aux autres, parce qu'on va voir que ce handicap fait que nous ne parlons pas le même langage que les autres en utilisant les mêmes mots. Par exemple, quand nous sommes autistes, nous sommes persuadés que c'est notre cerveau qui commande tout, nous sommes persuadés qu'il n'y a qu'une seule manière de penser, même si on sait bien que les autres sont différents, on n'est pas bête, mais on pense qu'il n'y a qu'une logique en fait, et que si les autres ne comprennent pas ce que je dis, c'est qu'ils ne sont pas logiques. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà. Mais tant que je ne l'ai pas appris, je ne peux pas savoir. Et donc pendant 52 ans, j'ai pensé que si les autres ne me comprenaient pas, ce n'est pas moi qui ne les comprenais pas, c'était eux qui n'avaient pas les ressources pour me comprendre. Et donc une opposition frontale avec mes parents, avec mes enfants, avec mes employeurs, même avec mes amis parfois, de ne pas me comprendre, et à la limite peut-être même encore plus fortement avec les gens proches, notamment mes enfants et mes parents, parce que justement, on va se permettre de dire des choses, de faire des choses avec nos proches, alors que avec les autres, on va être plutôt dans la suradaptation, finalement, de faire le caméléon, je passe, et puis tant pis. Voilà. Du coup, ça fait 5 ans que je travaille sur cette méthode. Alors, je ne sors pas de nulle part. Je suis formatrice en compétences sociales et relationnelles depuis l'âge de 30 ans. J'ai un bac plus 5 en management des ressources humaines. J'ai un bac plus 4 en ingénierie de formation. Et puis, l'année dernière, je me suis formée, en 2024, oui, je me suis formée à la certification nationale d'intervention à l'autisme, parce que comme toute personne autiste, j'aime bien que les choses soient bien faites, correctement faites. Voilà. Et donc, de ne pas dire de bêtises. Voilà, c'était pour ma petite présentation. Vous avez d'autres vidéos sur YouTube qui en disent plus long sur mon parcours. C'est pas la peine que je m'étende là-dessus. C'est pas ça que vous êtes venu chercher. Et en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accompagnement que je vais vous proposer, qu'on va vous proposer, il est lié aussi à notre expérience de vie, de pouvoir vous expliquer une réalité interne. Et c'est peut-être ça la magie de cette formation, c'est de vous parler le même langage. Le langage que vous pouvez comprendre, entendre, pour réinvestir la connaissance qu'on va vous délivrer. Donc, pour vous présenter rapidement l'entreprise qui fait sa vie, donc c'est une entreprise, c'est pas une association. Je l'ai créée le 1er avril 2021. Moi, j'aime bien faire des bonnes blagues comme ça. C'est un organisme qui est Calliope. Alors, Calliope, c'est une certification qui reconnaît la qualité de l'entreprise, de l'organisme de formation, c'est-à-dire que tous les 18 mois, j'ai un inspecteur qui vient voir comment je forme les gens. Alors, pas dans le contenu, mais au moins dans la forme. C'est-à-dire, est-ce que je respecte tout, les contrats, les horaires, les états de présence, les évaluations, le suivi, la satisfaction de mes clients, voilà. Donc, c'est quelque chose d'important d'être Calliope parce que ça ouvre le droit à une prise en charge par ce qu'on appelle les OPCO, les opérateurs de compétences. C'est-à-dire que si vous êtes chef d'entreprise ou salarié, vous avez la possibilité de faire prendre en charge par le fonds de formation de votre entreprise la formation. La formation n'est pas certifiante, elle n'est pas ce qu'on appelle RNCP, donc au registre national des compétences professionnelles, parce que vous avez bien compris que cette formation, finalement, elle est entre deux. On
on n'est pas sur de la compétence professionnelle. C'est pour ça que ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle le CPF. Je parle un peu technique là, mais c'est pour tout ce qui est financement, pour que vous compreniez voilà, que malheureusement, aujourd'hui, à part sur le fonds de formation OPCO de votre entreprise, ce n'est pas possible d'avoir un financement public comme on pourrait l'avoir à France Travail ou dans d'autres possibilités. Là, je viens de faire un petit bug. J'aime bien quand je bug comme ça, là, en plein milieu, là. Mais vous allez m'aider. Donc ça, c'était la présentation de l'entreprise. Maintenant, on va parler de la formation. Vous venez d'être diagnostiqué, TSA. Au-delà du choc émotionnel que ça peut vous faire, parce que finalement, la représentation qu'on a de l'autisme, elle n'est pas évidente. Et voilà, on se retrouve d'un seul coup plongé dans une catégorie en se disant mais c'est quoi bon, je suis hypersensible, ça je le savais depuis longtemps, mais on ne comprend pas vraiment en quoi ça nous impacte réellement. Et donc, avec la venue des réseaux sociaux, on voit tout un tas de coachs HPI, TSA, TDAH, qui eux-mêmes se lancent dans l'accompagnement. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une porte ouverte parce que je vois de tout et n'importe quoi et que nous sommes quand même sur quelque chose qui impacte notre santé. C'est un vrai handicap. Quand nous sommes diagnostiqués autistes, ça veut dire qu'il y a deux choses qui font qu'on va vous porter le diagnostic. Les problèmes d'interaction récurrents et qui vont impacter votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie amicale, et les centres d'intérêt dont on parle pas tellement finalement, mais on va voir que, si vous travaillez avec nous, que les centres d'intérêt ont un grand impact sur notre manière de traiter l'information. L'autisme, c'est une manière de traiter l'information différemment. Mais encore faut-il qu'on nous explique en quoi c'est différent d'une personne dite neurotypique et qui n'aurait pas le handicap que nous portons. Donc c'est bien ce travail-là que j'ai décrypté pendant 5 ans, que j'ai modélisé. Alors au départ, c'était une formation de 10 heures, et puis après un approfondissement. Donc certains ont fait ce chemin-là. Et puis, à force de vous accompagner les uns et les autres, avec la certification nationale d'intervention à l'autisme, eh ben, on a réussi à ajuster pour vous offrir aujourd'hui une formation de 32 heures qui s'effectue sur 16 séances de 2 heures. Donc, une séance par semaine, ça veut dire à peu près 4 mois. La substantifique moelle, j'aime bien dire ça, je trouve que c'est joli, la substantifique moelle de qu'est-ce que c'est que l'autisme et comment nous traitons l'information. Donc, dans cette formation, il y a une progression pédagogique qui va prendre en compte qui vous êtes et qui va avancer à votre rythme. Et jusqu'à présent, depuis maintenant 1 an que la formation est bien modélisée, eh bien, on s'aperçoit que si on prend plus de temps parce que la personne en a besoin sur une première partie, par exemple, eh bien après, on va le récupérer. Donc, on va vraiment avancer à votre rythme. On va travailler en individuel parce que vous allez comprendre que ce n'est pas parce que je vous parle que vous me comprenez. C'est difficile. Nous mettons, en tant que personne autiste Asperger, parce qu'on peut dire qu'on est voilà, dans cette catégorie-là, nous sommes tous verbales, nous mettons beaucoup d'importance sur les mots. Et lors de la formation, eh bien, on va redistribuer un peu les cartes et on va voir que pour comprendre une situation, le mot ne suffit pas. On va voir que dans le traitement de l'information, il y a 3 indicateurs importants. Donc, le verbal, les mots qui nous aident à comprendre la situation, le langage. Nous avons le non-verbal explicite
je vous souris. Vous voyez tout ce que je vous souris. Donc ça, vous pouvez le constater. L'implicite. Pourquoi je vous souris? Ah, ça vous savez pas? Peut-être que je vous souris parce que je fais exprès, ça fait partie. Peut-être parce que je suis contente de vous accueillir. Peut-être que je me dis, ah, c'est chouette, il y a plein de nouveaux clients qui arrivent. Vous voyez, il y a plein de possibilités pour lesquelles je peux sourire. Et comme vous n'êtes pas dans ma tête, eh bien, vous ne pouvez pas connaître mes intentions. Quand nous sommes autistes, en fait, ces intentions, nous n'avons pas appris à les décrypter en prenant en compte l'ensemble du traitement de l'information verbale, non verbale explicite et l'implicite des situations. Et comme il nous manque cette grande partie d'implicite qui représente 55% des indicateurs, nous, quand nous sommes en relation avec les gens, eh bien, nous allons écouter ce qu'ils disent, réintégrer le langage dans notre schéma de communication, dans capacité cognitive, qu'est-ce que j'ai, quelle représentation j'ai, et on va se figer sur « Ah, il me sourit. Ah, mais non, mais il ne me souriait pas, en fait. J'ai vu, il a fait une grimace, il a fait un rictus. » Voilà. Et en fait, eh bien, on va se sentir régulièrement dans l'incompréhension, ne pas réussir à se faire comprendre des autres, projeter. On va voir qu'on fait beaucoup de projections. Nous sommes tout le temps en train d'analyser notre environnement et les gens avec qui nous sommes en relation, sans jamais vraiment verbaliser pour comprendre eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire et sans nous être en capacité de verbaliser notre réalité interne pour expliquer aux autres finalement quels sont nos choix, nos positionnements. C'est bon là, tout le monde me suit? Je vous sens bien à l'écoute. Du coup, eh bien, on a explosé le moteur, j'ai kiffé sa vie, en petites parties, en 16 petites séances, qui vous permettent de réintégrer l'ensemble du traitement de l'information. Par exemple, si je vous dis, la communication, ça commence quand? Ceux qui connaissent la réponse, il ne faut pas la donner, on est d'accord? Alors, ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas fait la formation, quand est-ce que ça commence, la communication, la relation avec l'autre? Est-ce que c'est la même chose, d'ailleurs, la communication et la relation à l'autre? Allez, qui se lance? Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand on vous dit ça? Quand est-ce que ça commence, la communication? Waouh! Dès que j'interagis avec autrui? Non, Françoise. Mais c'est bien d'avoir essayé, merci beaucoup. C'est exactement ce que tout le monde pense. Eh bien non, la communication, elle commence par ma perception des choses. Et je ne suis pas obligée d'être en lien direct avec la personne. Je vous donne un exemple. Mon compagnon se lève le matin. Je ne l'ai pas vu encore. J'ai juste entendu qu'il y avait du bruit dans la chambre. Moi, je suis dans mon bureau. Il y a des matins, ça me fait plaisir de le voir. Je me dis, oh, c'est dimanche, on va aller déjeuner ensemble, ça va être cool. La relation commence comme ça, c'est-à-dire que je suis en capacité de l'accueillir, je suis contente. Perception, oh, ressenti, ça me fait du bien, je suis contente de le voir. Et donc, je vais mettre en place des stratégies. Bah, tiens, je vais lui faire un bisou, on va aller prendre un petit café, voilà. Vous voyez? Et puis, il y a des matins où je l'entends se lever et je me dis, oh non, j'ai pas envie de parler, non, j'ai pas fini d'écrire mon mail, là. Oh mince. Et là, je ne suis pas en capacité de l'accueillir. Sauf que quand je suis autiste, d'abord, je n'ai pas conscience de ce schéma de communication interne, de comment je traite l'information, parce que personne ne me l'a jamais expliqué. Donc je sais que je perçois fort, mais je perçois fort quand? Quand c'est trop fort, pas avant. Voilà. Et surtout, moi, quand je perçois, ça arrive direct dans mon cerveau. Et je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'autre, il a dit ça, comment je me positionne, qu'est-ce que je dois faire? Non, il y a une autre étape avant. C'est le ressenti. Moi, pendant des années, on m'a dit, Sonia, il faut gérer tes émotions. Ok. Ça veut dire quoi, gérer ses émotions? Non, parce que le concept, on le connaît, gérer ses émotions. Ok. Mais concrètement, gérer ses émotions, c'est quoi?
Ben, c'est tout ça qu'on apprend pendant la formation. On va apprendre qu'on ne reconnaît pas nos émotions, qu'on ne fait pas la différence entre nos émotions et les émotions des autres. Oh, il m'a mis en colère. Non, personne ne vous met en colère. Vous vous mettez en colère tout seul. On se met en colère tout seul. On a besoin de personne pour se mettre en colère. Mais pareil, ça, moi, personne ne me l'avait dit. Donc je croyais que c'était les autres qui me mettaient en colère. Mais non, c'est ma manière d'accueillir, de ressentir, de traiter cognitivement. Et tout ça, on va l'apprendre. Schéma de communication interne, on va apprendre comment on traite. Parce qu'on va voir qu'il y a des stratégies qui sont différentes. Des fois, on va action-réaction, on va réagir. Enfin, chez nous, c'est pas des fois, hein, c'est tout le temps. Hein. L'autre me dit un mot, paf, allez hop. Toujours célibataire ? Quoi ? De quoi je me mêle ? Mais non, mais je suis ta copine, juste, je me renseignais. Vous voyez ? Paf ! Le choc des mots. Il y avait un truc qui disait le choc des mots, le poids des photos. Pas de photos. Ouais, mais on n'est pas loin. Parce que vous allez apprendre aussi comment il se crée cette information, comment vous la traitez, comment vous vous repérez dans cet afflux d'informations qui arrive. C'est tout ça qu'on va voir ensemble. Donc, sur la deuxième partie de la formation, on va travailler tout ce qui est schéma de communication externe. On va apprendre qu'est-ce que c'est qu'un focus verbal, qu'est-ce que c'est qu'un focus émotionnel. On va apprendre qu'est-ce que c'est que la cécité contextuelle. On va apprendre comment nous sommes tout le temps dans le détail et que nous ne savons pas dézoomer pour avoir une vision globale. On va apprendre qu'on fait beaucoup de compréhension littérale. C'est quoi une compréhension littérale ? Compréhension littérale, c'est que le mot, il a forcément une image. Et que parfois, le mot que l'autre dit, avec son image à lui, ne correspond pas à l'image que moi j'ai. Puis on va voir qu'il y a des images qui nous ont traumatisés. Et qu'on va déplacer, parce que nous on est très fort, on met tout dans des cases. Hein. Quand on est autiste, on est analytique, on est intellectuel. Hein. Donc moi, le Thierry qui m'a embêté à 16 ans, l'autre Thierry qui m'a embêté à 30 ans, à 20 ans. Quand à 30 ans, on me dit « Sonia, tu vas être dans le même bureau que Thierry ». Ah non, mais tu le connais pas. Ah non, je m'en fous, il s'appelle Thierry. Je leur dis pas, bien sûr, mais c'est ce que je pense. Et on va voir comment nous, vous voyez ce petit truc qui vous paraît « Oh, non ». Ben si, nous on fait ça tout le temps. On va déplacer l'information parce qu'on ne traite jamais le moment présent. Nous sommes soit dans le souvenir pour essayer de nous repérer. Est-ce que je connais cette situation ? Est-ce que j'ai déjà vu ? Comment j'y ai réagi ? Comment les autres auraient fait ? Ah oui, ma mère, elle a fait ça un jour, j'ai vu. Ou dans l'anticipation. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Comment je vais m'y prendre ? Alors, si je fais ça, et là, on part dans la pensée neurodivergente avec 1000 scénarios qui sont extrêmement énergivores, qui vont nous amener à nous suradapter à la situation, mais qui ne nous permettent pas d'accéder à une autonomie de lucidité, une autonomie de décision, une autonomie de positionnement. Ce qui change entre il y a 5 ans en arrière et aujourd'hui maintenant, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable d'exprimer mes limites. Je suis capable de dire aux gens « je suis trop fatiguée, on peut en parler une autre fois ?» Et vous verrez que quand je verbalise, les gens, ils accueillent. Je suis capable de me voir dans mes besoins physiologiques. J'arrête d'être dans la suradaptation. Et aussi, je suis capable de me voir dans mes incompréhensions sans mettre de mauvaises valeurs. Quand une personne est aveugle, elle ne se flagelle pas toute la journée en se disant « je vois pas ». Elle met en place des stratégies qui lui permettent d'avancer. Et bien, quand je suis autiste, avec HPI, c'est ça le plus compliqué, il faut que j'accepte que parfois je ne comprends pas, c'est pas tout le temps, mais parfois je ne comprends pas. Il faut que je repère ma propre incompréhension pour pouvoir demander de l'aide à l'autre. Et quand je demande de l'aide, quand je dis je n'ai pas compris, sans mettre de mauvaises valeurs, mais simplement, c'est pas grave, j'ai pas compris, ça veut pas dire que je suis bête ou que je suis pas intelligente. Non, il me manque une petite partie, une information. Et si je te pose la question, tu vas me la donner, l'information. Mais encore faut-il que je sache quel type de question. Donc, c'est toute la méthode qui arrive après, parce que, après avoir vu le schéma de communication interne,
les 3 parties. Ensuite, le schéma de communication externe, donc comment ça fonctionne, la part des choses, eh bien, on a mis en place une stratégie qui est simple, qui décomplexe, non, qui décomplexifie, si, je vais y arriver, c'était pas un complexe, mais c'était une complexité, qui décomplexifie les situations pour nous permettre, eh bien justement, de voir mieux, de choisir simplement les bons indicateurs dans la relation du moment présent que l'on vit. Et on va voir que, à force, parce que c'est une formation, à force de s'entraîner, à force de l'utiliser, eh bien on a des résultats fabuleux. Voilà. Et du coup, eh bien là, je vais passer la parole aux personnes qui le souhaitent. Il n'y a aucune obligation. Donc, on va faire comme ça. Et ensuite, eh ben, on fera questions-réponses. Et vous me direz, voilà, vous poserez vos questions. On approfondira. Qui souhaite témoigner? Moi. Allez, vas-y, Caroline. Alors déjà, je suis en Bretagne et je suis à peu près au premier tiers de la formation. Et j'applique le plus possible ce qui m'est appris par cette formation dans mes interactions sociales. Je suis THP et Asperger parce que je n'arrive pas à travailler en groupe, j'ai beaucoup de mal à travailler en groupe. Donc voilà. Et je suis beaucoup en conflit pour des histoires de focus, justement, entre autres. Donc, alors ce que m'apporte la formation, depuis que j'applique le plus possible, c'est que alors, plusieurs choses. Déjà, dans les interactions sociales, avec des gens avec qui j'ai eu pas mal de conflits, je prends plus les choses de la même manière qu'avant. Donc ça désamorce à la racine, je dirais. Je vais plus vite que mes réflexes maintenant. En fait, je vais plus vite que mes réflexes, c'est-à-dire que quand il y a un conflit, exemple, avec mon compagnon ou le mec qui dirige le... J'aime les chevaux, donc je suis beaucoup dans des écuries. Et mon compagnon, à un moment donné, je fais un focus sur un mot. C'est monté, c'est monté direct. C'est monté, mais j'ai réussi à bloquer le truc et à faire, ah, là je sens un léger agacement qui peut partir en crise autistique. Donc, je le sais, je le sens. Donc, c'est un agacement. Déjà, définition, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? À cause de quoi j'ai fait un focus sur un mot. Et donc, j'ai dit à mon compagnon, attends 5 minutes parce que là, je suis agacée. Je ne peux pas partir en crise autistique et une colère qui pouvait durer 1 heure ou 2 avant. Et j'ai dit, tu me laisses respirer. Donc, je respire, je fais respiration carrée. L'émotion est redescendue. Ça a duré que 30 secondes, ce qui est génial. Donc, je me rappelle la formation, tu te dis ça, le contexte c'est quoi, qui parle, qui dit quoi, nanana. Et ce qui est vachement bien, c'est que là où avant, moi, il suffisait que j'intellectualise pour me dire c'est résolu, ce qui est complètement faux, j'ai vraiment senti physiquement la charge ici en plein centre s'évanouir toute seule, voilà. Et j'ai repris là où on s'était arrêté. Donc en plus, j'ai pas oublié où j'en étais, donc ce qui est plutôt intéressant. Et on a repris la discussion sur la chose, mais comme s'il n'y avait rien eu. Ça a pris 30 secondes. Là où avant, ça prenait 2 heures avec un bon gros conflit. Et donc voilà, ça c'est une des choses. Ce qui a été le plus difficile, en tout cas pour moi, c'est de gérer au début l'angoisse que j'ai eue quand j'ai compris, et ce qui est vrai, à quel point je ne comprenais pas. Ça a été le plus dur à avaler. Mais il n'y aura aucune avancée si j'accepte pas cette chose-là. Pour faire bouger les choses, si on les accepte pas, on peut pas les faire bouger. Donc le truc, il gagne toujours. Voilà. Donc, en appliquant la chose, j'ai accepté. Voilà, ok, il y a ça. Okay, c'est un handicap. Et c'est vraiment un handicap. Et alors, comme il y a le HPI, moi, quand j'ai appris le HPI, j'étais contente. Ouais, super. Après, on m'a balancé le TSA. Et là, du coup, ça a posé d'autres... parce qu'ils veulent pas forcément la même chose, les deux. Donc, c'est un peu chiant.
Et puis surtout, le TSA, des fois, ne gère pas Bon, la charge d'énergie que veut Caroline, le... Pardon. je vais t'arrêter. Ok. Ah oui, pardon. Ouais. Eh oui, parce que toi, ça y est, tu vas nous faire la formation, toi. Oui, pas de Hein? souci. Ouais, pas de souci. En tout cas, merci beaucoup parce que je pense que tu as quand même dit des choses très intéressantes et je pense qu'ils ont commencé à éclairer les personnes qui sont pas du tout dans la formation. Donc on a bien entendu que, si je résume, hein, il y a eu en fait ce qui montait avant en flèche et en conflit. Aujourd'hui, tu sens que, et tu n'as pas fini la formation, qu'il y a déjà... Ah oui, mais c'est net. C'est net. Ok, parfait. Je te remercie. Je vais donner la parole à Maïtena. Alors, moi, je suis super contente de t'accueillir, Maïtena. Donc, je ne sais pas si tout le monde t'a reconnu, mais laisse-moi te présenter quand même. Maïtena, donc productrice de télévision, qui a fait plein d'émissions et qui, en ce moment, parce que c'est ça qui est intéressant dans le moment présent, fait une chaîne qui s'appelle Mesdames. Est-ce que je dis bien le truc ? C'est ça. Donc, qui est réservé, c'est ouvert à tout le monde, hein, mais qui parle plus précisément des femmes de plus de 50 ans et des problématiques auxquelles nous pouvons être confrontés. Et dans les problèmes dans lesquels nous pouvons être confrontés, Maïtena, je te laisse la parole. Tu as été diagnostiquée il y a combien de temps ? Il y a une petite année. Et donc, ce que je trouve, comme Caroline, très intéressant, c'est de voir à quel point tu es complètement à la ramasse, en fait. Tu penses que tu es hyper intelligent et on est à la limite quand même, pas du complexe de supériorité, mais enfin du sentiment un peu de toute puissance, un peu un truc comme ça quand même. Là, tu parles pas de moi, on est d'accord, hein, tu parles bien du Non, HPI-TSA. Non, mais parce que je préfère repréciser, tu n'as pas vu l'implicite de la situation, mais moi, je sais qui nous écoute, donc je préfère repréciser. Ah non, moi, j'ai pas vu l'implicite, ça c'est sûr, que j'y arrive toujours pas. Hein. J'y arrive vraiment pas. Donc, de voir, de comprendre combien tu es à la ramasse, c'est vraiment un truc très étonnant. Moi, je suis à, je sais pas, 2/3 de la formation. Et ce que je vois surtout, c'est moi. Je me vois maintenant. Alors, pas toujours. Et des fois, je suis encore dans des corners vraiment très désagréables de frustration, d'incompréhension, où je me sens complètement bloquée, où je rigidifie tout et où il n'y aura plus de solution pour rien. Ça va être la fin du monde et puis c'est tout. Donc ça, je continue de le faire. Mais ça me fait marrer au bout d'un moment, quoi. Ah, moins de valeur. Voilà, je me dis que c'est une construction et qu'il y a toujours des solutions. C'est pas évident de se souvenir que les autres ont leur manière de penser et que toutes les manières de penser sont valides. Même pas valables, mais valides. Ça reste parfois encore assez complexe. Ça m'étonne toujours, en tout cas. La méthode, elle marche certainement. Je trouve que c'est pas si évident que ça de l'appliquer. Il faut vraiment, il faut pas venir si on veut se rouler les pouces parce que faut vraiment être dedans en fait. C'est un exercice qu'il faut faire. Moi-même, je suis pas persuadée de le faire tout à fait correctement, mais je me donne du temps. C'est pas non plus comme si j'avais une date d'arrivée et que j'allais être en retard au péage à l'autoroute. Donc bon, voilà. Mais c'est hyper rassurant. Je pense à vous, Robert, parce que vous qui venez pour quelqu'un d'autre avec l'inquiétude, vous qui portez l'inquiétude pour quelqu'un, c'est très difficile. Et donc, je pense que les gens autour de moi, ils doivent être un peu, même si c'est pas comparable avec votre inquiétude pour votre petite fille, je crois, c'est très agréable de voir les gens tout d'un coup se voir et réaliser, du coup, douter un peu, quoi, sortir du monologue, de l'autoroute, de l'endroit où il y a des murs à droite et à gauche, et où on se tape la tête et où on se comprend pas, en fait. Donc ça, c'est assez... et ça va assez vite. Ça, c'est assez agréable. Ouais. Après, c'est une formation. On n'est pas du tout sur une thérapie. Je suis pas là pour vous soigner. Je suis là pour vous apporter des connaissances pour que vous arriviez à mieux vous connaître. C'est un fonctionnement qui est valable pour tout le monde, pour toutes les personnes autistes. Et après, en fonction des situations, des fois, on va avoir des vrais
vraies incompréhensions, et parfois on va bien capter. Je veux dire, il y a heureusement, hein, d'ailleurs, hein, qu'on n'est pas tout le temps à côté de la plaque, et heureusement, sinon on aurait du mal à faire les métiers que l'on fait les uns et les autres, parce que quand on se regarde, en fait, on est quand même tous plus ou moins en emploi. Julie, architecte, en plus primée, voilà, et donc voilà, c'est un apprentissage. Nous vous donnons avec Émilie les clés. Mais après, comme tout apprentissage, il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer. Et c'est le temps qui va vous permettre de vous comprendre, de faire vos choix. Le but du jeu n'est pas de vous apporter une méthode pour vous suradapter, certainement pas. C'est bien tout l'inverse. C'est le fait de vous respecter dans l'individu complet que vous êtes, c'est-à-dire de réintégrer votre corps, hein, votre corps qui perçoit, votre corps qui ressent, et de remettre un peu de l'équilibre. Voilà, dans tout ça, pour vous permettre de vous sentir libre de dire oui, libre de dire non, libre de dire je ne comprends pas. Et c'est pas grave. Merci Maïtena. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages sur d'autres aspects, Évangéline, qui est maman aussi d'enfants. Voilà. C'est pour ça que je veux témoigner. Alors moi, j'ai été diagnostiquée HPI en premier, puis TSA l'année dernière. Là, j'ai 49 ans. Et j'ai un fils HPI, TDAH, mais avec des traits TSA, et un fils HPI, TSA, et dyspraxique. Donc, je pense à Françoise. Et déjà, pour moi, le diagnostic a été un choc. J'avais besoin de comprendre. Et par la suite, mon fils a été diagnostiqué. Parce qu'une fois que j'ai commencé à comprendre, parce que c'est vrai que Sonia explique beaucoup notre fonctionnement. Et du coup, on en prend conscience. Et on l'accepte. Et puis surtout, on le voit chez les autres. Et j'ai pu le voir chez mon fils, qui a passé le deuxième, qui a passé son diagnostic. Et la dynamique à la maison a complètement changé parce qu'on se comprend. Je peux les accompagner. Ils se sentent compris, se sentent soutenus, se sentent entendus. Quand le dialogue avec l'école aussi est différent, parce que j'arrive à faire passer le message. Je prends du recul, la perception est autre. Et ça apporte... C'est comme si le voile se lève. Alors oui, c'est un travail. Oui, je vois encore mon fonctionnement, mais je le vois justement, c'est ce que disaient les autres personnes qui ont témoigné. On se voit, on prend du recul, et ça avance, on n'est plus en apnée. Et ça, c'est juste assez incroyable. Merci Évangéline. Merci Sonia. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages, mais sinon, est-ce que vous avez des questions aussi, les personnes qui participaient à cette porte ouverte ? Alors, Robert, vous voulez prendre la parole, mais on ne vous entend pas. Ah bon ? Ah si, ça y est. Ah ben c'est parce que on vous entendait pas parce que vous ne parliez pas en fait. Voilà, c'est ça. Non, en fait, ce que je constate, c'est quand même... On vous écoute. Le public ici, ce sont des personnes qui ont un certain âge, qui sont adultes. Alors que ma petite fille, elle a 16 ans, elle est déscolarisée. Oui. Elle a commencé par faire des scarifications. Donc, pour traduire une souffrance importante qui a commencé dès l'école primaire. Et donc, actuellement, je pense qu'elle va beaucoup mieux, mais je lui ai transmis la possibilité de participer à la conférence ce soir. Je ne la vois pas. Ben oui, parce que Robert, là, eh bien, vous avez raison. Alors, j'accompagne aussi des jeunes, voilà, qui ont 18 ans, 17 ans. C'est très rare que les jeunes fassent cette démarche parce que ils sont pas à essayer de le comprendre.
ils sont en train d'essayer de ne pas penser à ça, de ne pas être autiste. Mon fils a été diagnostiqué officiellement il y a quelques semaines. Avant, moi je savais qu'il était autiste. Avant, il ne voulait pas en entendre parler. Il était hors de question. Et c'est à force de se prendre les murs qu'il a décidé, et il est venu en me disant « Maman, maintenant j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'être diagnostiqué. » En fait, dans cet âge-là, où en plus on est en construction, on est déjà à la recherche de soi, donc vous imaginez, on est à la recherche de soi et on n'a pas les outils pour aller vers nous-mêmes. Donc c'est aux parents de se former, c'est aux grands-parents, c'est génial ce que vous avez fait Robert, de venir vous informer, parce que c'est au quotidien que votre petite fille doit être accompagnée et où on va lui distiller petit à petit des phrases, des mots, parce que ce n'est pas parce que vous dites les choses que l'autre est en capacité de le recevoir. Vous savez, ce qu'on va apprendre en formation, c'est qu'une relation, ce n'est pas ce qu'on a cru toute notre vie, parce qu'on confond communication et relation, ce n'est pas je suis là et je vais vers l'autre, et puis l'autre, après, il me répond. C'est pas ça le schéma. Le schéma de communication, c'est je suis la petite fille de Robert, je suis la formatrice, Sonia, voilà. Moi, je peux lui apporter quelque chose, mais si elle ne fait pas ce chemin, c'est pas possible. Et c'est très compliqué pour une jeune fille ou un jeune homme, c'est-à-dire quand on est dans des âges où on ne s'est pas encore pris assez de murs pour se dire il faut que je trouve une solution. Et d'ailleurs, c'est pas qu'ils ont pas mal, attention, hein, bien au contraire. Hein, malheureusement, quand vous parlez de scarification, je sais très bien, mon fils est passé par cette étape, et malheureusement, je connais aussi des jeunes qui vont bien plus loin que ça. Donc, il faut que le référent, le mentor, la personne en qui elle a confiance, lui amène une partie, et il faut qu'elle ait envie d'aller vers l'autre partie. Mais c'est parce que justement, les parents vont se former au handicap qu'ils vont mieux accompagner. En plus, on va être clair, hein, quand on a des enfants autistes, il y a quand même une hérédité et nos générations, ça ne se voit pas l'autisme. Ça ne se voit pas parce que justement, hein, on a appris à se suradapter, Mais l'hypersensibilité est là, la perception sensorielle saturée, la saturation sensorielle est là. Donc quand on est une maman ou un papa qu'on bosse, qui a plusieurs enfants, enfin voilà, qui a tout, on rôle et fonctions, par exemple, on n'a jamais réfléchi là-dessus. Et nous, par exemple, on va réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que qui je suis face à cet ado, face à cette jeune fille en souffrance? Est-ce qu'elle est pour moi seulement ma petite fille ou est-ce que je la vois dans la femme qu'elle est? Voyez? Et quand moi je suis une personne autiste, malheureusement, et tout ça on le voit en formation, eh bien je vais coincer un peu l'autre dans le rôle et la fonction que je lui attribue. Par exemple, pendant des années, on va faire l'inverse, j'ai cru que ma maman ne m'aimait pas, parce que pour moi, une mère, c'est quelqu'un qui fait des câlins. Et ma maman n'aime pas faire des câlins, elle n'aime pas toucher. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Voilà. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. J'allais vers elle et elle faisait « Oh non, oh !» comme ça. Voilà. Donc, vous imaginez, moi, enfant, jeune ado, voilà, qui recherchait le lien avec ma maman, et ma maman qui n'était pas capable de l'établir physiquement, par le toucher. Rôle et fonction, une mère fait des câlins, ma mère ne fait pas de câlins, raccourci, mauvaise mère. Maintenant que je sais qui elle est, maintenant que j'ai compris, c'est plus un problème, je la vois dans ce qu'elle est, et donc elle est une femme autiste, qui était en surcharge sensorielle, avec 4 gamins, avec une entreprise, avec tout, et qui ne pouvait pas donner ça. Est-ce que c'était une mauvaise mère? Ben non.
avec beaucoup de recul maintenant, de distanciation, et quand je la vois, je me dis oh, mais quel courage cette femme d'élever 4 gamins, dont 2 autistes quand même, hein. Une borderline, c'est pas moi. J'aime bien comment je dis ça, c'est pas moi. Mais voilà, donc c'est compliqué. Parce que vous avez raison Robert en plus, c'est que plus on est diagnostiqué tardivement, plus on comprend ou on ne comprend pas justement ce qui nous impacte, et plus on va développer des maladies mentales. Plus on va être borderline, plus on va être paranoïaque par exemple, parce que tout nous agresse, donc on est persuadé que les autres nous agressent. Mais c'est pas les autres qui nous agressent, c'est ma manière de percevoir le monde qui m'agresse, si j'en ai pas conscience. Donc vous voyez, il y a tout un travail à faire, Robert, où les parents, les grands-parents, l'entourage, plus on va comprendre le jeune de ce qui lui arrive, et ben plus on va pouvoir l'aider. Je suis plus jeune, mais combien de fois aujourd'hui, maintenant que mes enfants et mon compagnon savent comment je peux être affectée, eh bien, des fois, ils se rendent compte que j'ai pas compris. Moi, j'ai pas vu que j'avais pas compris. Et ils vont me l'expliquer. Ils vont me dire, Sonia, mais non, Sonia, c'est pas ce qu'on dit, c'est... Voilà. Et ils remettent le cadre de référence, ils m'aident. Et avant, j'aurais dit, mais non, vous comprenez rien, enfin, je serais restée en opposition, alors que là, j'accepte. Ah bah oui, j'ai pas vu. Et puis maintenant, mieux, on se marre. Parce que maintenant, je rigole de mon handicap, je l'ai dépassé, et donc ça fait partie de moi. Des fois, je me dis, ah ouais, quand même, hein. À ce point-là, hein, ouais, je suis... Voilà, quand quelqu'un me dit t'as pas l'air autiste, ça me fait bien rire parce qu'il n'est pas dans ma vie, hein, parce que s'il voyait tout ce que je vois, il serait fatigué comme moi, hein. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Robert? Oui. C'est les Oui. parents qui doivent accompagner le jeune. Oui, alors... Donc c'est les parents qui doivent se former. Oui, alors j'ai aussi transmis à ma fille. Mais bon, pour l'instant, elle travaille, c'est vrai que c'est pas très simple d'assister. Mais par contre, pour revenir à ma petite fille, je pense qu'elle a beaucoup évolué, en partie grâce à un psychiatre, et qu'elle assume maintenant, elle n'hésite pas à montrer ses scarifications, en assumant le fait qu'elle est effectivement différente des autres. Par contre, son père l'accepte mal et voudrait qu'elle commence à trouver une activité qui lui permette de vivre. Oui. À 16 ans? Pardon? À 16 ans? Oui. Oui. Ben, il va prendre un peu de patience en mal, papa. Hein. Ben, il y aura intérêt, oui. Mais c'est d'où des conflits, Oui. des conflits entre elle et son père, sachant qu'elle, donc elle ne va plus à l'école. Par contre, en restant à la maison, elle a une activité, elle dessine, elle a un certain nombre d'activités un petit peu d'art plastique. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de l'amener à développer ses talents, capacités. bien sûr. Ses talents, oui. Bien sûr. Ben, on a beaucoup parlé de communication ce soir, d'interaction, mais dans la formation, on apprend aussi qu'est-ce que c'est qu'un centre d'intérêt et comment ça nous meut. J'aime bien dire ce mot. Comment ça nous meut. Parce que... en fait, quand nous sommes autistes, je vous encourage à aller voir les vidéos, je n'aime pas trop les redites, mais quand nous sommes autistes, notre déconnexion du corps, j'aime bien parce que je viens de bugger, j'adore, voilà, tout est intellectualisé, d'accord ? Tout est intellectualisé, et en fait, le plaisir vient rarement de la sensation, puisque au contraire, comme nous sommes en saturation sensorielle et en difficulté de gestion émotionnelle, le corps est toujours souffrant, les 3/4 du temps, d'où la scarification. Hein. Et en fait, ce qui nous apaise, c'est l'émulation intellectuelle. Donc le centre d'intérêt qui va nous nourrir et qui nous permet de nous apaiser. Mais c'est là où on passe à côté de quelque chose parce qu'on s'enferme dans nos représentations, dans nos images et on se coupe non pas de la réalité des autres, mais de notre propre réalité.
la dissociation. Vous savez, on dit, moi pendant des années, mes parents disaient, Sonia, arrête d'intellectualiser. Je disais, je comprends pas ce qu'ils me disent. Je dis, mais pourquoi arrête d'intellectualiser? Il y a une autre manière de faire. Oui, il y a une autre manière de faire, mais on ne me l'a pas dit, mais on ne me l'a pas appris. Et il faut se reconnecter à son corps. Et c'est pareil, quand vous dites à un autiste, il faut se reconnecter à son corps, l'image, c'est quoi? C'est un câble qui arrive et qui nous connecte, c'est quoi? Eh ben non. Et c'est ça que la formation, elle nous amène, c'est que, comme je sais que les images ne se produisent pas, ce n'est pas parce que je vous parle que vous comprenez, eh bien, on va toujours faire des échanges entre votre vie à vous, donc la vie de votre petite fille, si on travaillait avec votre petite fille, qu'est-ce qu'elle vit, comment elle le vit, pour que je comprenne sa manière, les images qu'elle a, et par des exemples, générer de nouvelles images mentales. Nous avons besoin de voir des images pour nous repérer. Et donc, tant que on n'a pas compris les étapes, par exemple, du schéma de communication interne, je dis schéma de communication interne, mais de quoi elle parle? C'est quoi un schéma de communication interne? Eh ben, c'est tout ça qu'on va décrypter. Et on va le décrypter avec, alors, plein de choses. Avec des supports, des visuels, j'écris au tableau, on fait des schémas, des échanges d'expériences que la personne va avoir, mais aussi celles que moi, je peux avoir moi-même, ou de partager avec d'autres personnes parce que ça m'enrichit, hein, quand Caroline, Odile, Émilie, Évangéline, Isa, Julie me racontent leur vie, eh bien là je vois comment justement elles traitent l'information et comment le handicap peut se révéler à certains moments dans certaines situations. Voilà. Mais la modélisation est toujours la même. Un focus verbal reste un focus verbal. Une image mentale reste une image mentale. Encore faut-il comprendre qu'est-ce que c'est, où ça se situe, et avoir une vision claire, et pas des mots comme ça, gérer ses émotions. Ça veut dire quoi? Je les coupe, je les arrête, gérer ses émotions. Ça veut dire quoi? Je les mets de côté, puis je les reprends après. Comment on fait? Voilà. Et bien tout ça, on l'apprend. C'est-à-dire, sous chaque mot qu'on va dire, on va créer l'image. Pour être sûr que la personne entende. Et en plus, pour les personnes qui sont diagnostiquées, par exemple, c'est très rare qu'on nous ait montré les compréhensions littérales, par exemple. Personne nous a dit, non, tu comprends pas ce mot-là. Et en fait, ça, c'est des exercices qu'on fait ensemble. En réintégrant dans le contexte, dans la situation, et puis on s'aperçoit, oui, j'ai pas compris la même chose, je parle en même temps que l'autre, enfin, je suis dans une relation de communication, on échange, et en fait, on parle pas du même sujet, donc on peut pas se comprendre. On se parle, on s'entend, mais on ne peut pas. Nous ne parlons pas du même sujet. Voilà. Et notamment, il faut savoir qu'en tant que personne autiste, nous allons traiter toute l'information en fonction de nos centres d'intérêt, d'où l'importance des centres d'intérêt. Hein? Maïtena est en train de préparer sa prochaine émission sur l'autisme. Non. C'était vous faire gauler de ouf. C'était une blague ou c'était vrai? Non, je répondais à un mail. Ah, celle-là. Pardon. Non, c'est pas grave. Je t'ai fait une blague. Ah non, mais... À cette heure-ci, tu as le droit d'écrire des mails et de répondre en même temps. Hein, madame, je fais 100 choses à la fois. Voilà. Merci, Robert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous avez compris que la formation, elle est entièrement individualisée. Donc, il y a ces 32 heures-là que l'on fait de manière entièrement individualisée, 2 heures par semaine. On va à votre rythme, on va au mien aussi ou à celui de la formatrice, hein, parce que on est tous impactés. Donc, il y a des fois, on peut être plus fatigué que d'autres fois. Et je ne fais les séances que quand je suis en pleine forme. Voilà.
Ensuite, il y a possibilité d'approfondir sur un programme plus introspectif, on va dire. Mais il y a aussi la possibilité de rentrer sur ce que j'appelle les live coaching. C'est-à-dire une fois qu'on a fait la formation, eh bien, on va se retrouver par petits groupes le lundi soir à 18h et on fait des études de cas pratiques. Donc, on arrive, il y a toujours quelqu'un qui a eu un truc dans la semaine qui... et on en discute, on le prend, on fait des thèmes. Vous me rappelez le dernier thème qu'on a vu, vous vous rappelez? Ah bah bravo, hein. Je me rappelle plus. De quoi on a parlé? Mais je crois que c'est sur la gestion des émotions, non? Le dernier. Hein? Vas-y, Évangéline, remets ton micro. La rumination. Ah, voilà. La rumination. Merci, Gauthier. La rumination. Voilà. Qu'est-ce que c'est une rumination? Pourquoi ça vient? Comment on peut s'en débarrasser? Voilà. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on connaît bien, la rumination. Hein. Voilà. Et donc, on échange tous, chacun donne son point de vue, donc c'est aussi intéressant de voir comment on vit les uns et les autres la rumination et de se rendre compte quand même qu'il y a un modèle qui revient, toujours. Voilà. En fait, c'est simple à comprendre. Nous sommes tous différents. Vous avez tous une vie différente de la mienne, chacun, voilà, une expérience de vie différente, vous avez un ADN unique, donc nous sommes tous différents. Mais nous sommes comme les fleurs. Nous avons besoin de soleil, d'air, de terre, d'eau. Voilà. Sinon, ça ne fonctionne pas. Eh bien, nous, c'est pareil. On a besoin d'interaction sociale. Nous sommes des êtres de société. On a besoin d'interaction sociale. Et il faut les doser, ces interactions. On a peut-être moins besoin que les autres parfois. On sait moins bien les faire que les autres. Donc, on va apprendre à les faire pour trouver sa place dans le monde, pour vivre en harmonie avec soi et avec les autres. Alors, toutes les séances sont en visio, oui. Oui, moi Alors, pourquoi j'ai choisi la visio? D'abord parce que je suis autiste moi-même et que je supporte pas les odeurs. C'est une blague, mais quand même, je vous assure que quand vous avez une classe de 20 stagiaires, c'est pas toujours évident, quand vous êtes hypersensible au niveau odorat, d'accueillir correctement l'ensemble de vos stagiaires. Non, mais mis à part cette blague, la visio, ça me permet d'accueillir tout le monde entier. Aujourd'hui, j'ai une personne qui est au Liban, qui suit la formation. Elle est sous les bombes en ce moment, la pauvre. J'ai une personne au Canada, Évangéline est en Suisse, voilà. Donc c'est quand même très pratique la visio. En plus, la visio, ça nous permet d'enregistrer. J'ai oublié de vous le dire. Toutes les séances sont enregistrées et je pense que c'est très important. Je pense que les témoignages pourront vous le dire. Mais le fait d'enregistrer, on va voir que quand vous revoyez le cours, vous dites « Ah, mais ça, je ne l'ai pas entendu. Ah, mais ça, je ne l'avais pas compris. Ah, c'est comme ça. Ah, mais ça, il faudrait que je pose la question à Sonia ou il faudrait que je pose la question à Émilie. » Parce qu'on n'entend pas la même chose quand on le réécoute. La visio, c'est aussi votre possibilité de choisir votre son, votre environnement, votre température, votre luminosité. C'est-à-dire de mettre tous les bons paramètres pour être dans le meilleur état pour apprendre. La visio, les séances, on choisira ensemble si c'est le matin ou l'après-midi. Parce qu'il y a des gens, ils sont le matin, et puis il y a des gens, c'est plutôt l'après-midi. Voilà. Et donc, nous, en fonction, on se cale et on vous donne. Voilà. On essaye d'être vraiment dans la prise en compte globale du handicap et le handicap de l'autisme. N'oubliez pas, c'est avant tout une hypersensorialité. C'est le début de la communication, hein, une hypersensorialité. Donc la visio, ça permet ça. Je suis un peu longue. Hein. Non, c'est bon? C'est clair. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc c'est en visio. Ah oui, alors
attendez, il se passe des choses sur le chat. Sur le chat, pardon. Alors, les tarifs, bien sûr. La formation, elle fait 3 650 €. Nous sommes en train de réfléchir, je vous le dis, pour les personnes qui auraient moins de moyens, parce qu'on a vu que c'est compliqué de financer, la possibilité de prendre par 2. Alors, c'est pas le même travail, parce que vous êtes 2 qui ne se connaissent pas, donc c'est pas évident. Mais avec Émilie, on en a parlé et on s'est dit, on va le tenter. Donc, prendre 2 personnes, ça réduit le coût de moitié, tout simplement. Et pas plus, parce que vous verrez que c'est hyper individualisé, quoi. Donc, voilà. Alors, la formation, elle fait 3 650 €, tous les frais compris, d'inscription, tout, enfin voilà. Vous pouvez bien sûr régler en plusieurs fois. Ça, c'est des choses qu'on voit ensemble après. Pour ceux qui continuent après sur le live coaching, c'est 600 € les 6 mois, ce qui vous fait des live coaching d'1h30 à 20 € la séance. Donc ça aussi, c'est pas mal. Et pour les parents, nous sommes en train de réfléchir à une formation moins longue, avec le même contenu. Mais avant, il faut que je m'assure que les parents ne soient pas autistes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un entretien. De toute façon, il y a un entretien de positionnement avant d'entrer en formation. Parce que nous n'accompagnons que les personnes qui ont compris ce qu'elles viennent chercher dans cette formation. Voilà, il y a un vrai investissement en fait de chaque côté. Le nôtre, on s'engage à du résultat, mais il faut que vous vous engagiez à travailler aussi. Voilà. C'est pas simplement je viens, j'écoute et puis voilà, sinon vous n'aurez pas le résultat. Il y a un vrai investissement personnel, je pense que ceux qui ont fait la formation peuvent le dire. Il y a un vrai travail, on reprend les PDF, on les mouline, enfin voilà, hein, c'est pas de surface. On n'est pas sur de la surface, on est sur un travail quand même en profondeur d'acquisition de connaissances. C'est OK ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres ? Pensez-vous que le coût de la forme peut être pris en charge dans le cadre d'une RQTH ? Pas du tout, on n'a le droit à rien du tout, je vous le dis. RQTH, pas RQTH, même sur des dossiers d'invalidité, parce que, en fait, sur tout ce qui est RQTH, vont être prises en charge les... Comment on appelle ça ? L'ergonomie, les thérapies comportementales, par exemple, peuvent être prises en charge pour partie. Mais là, on n'est pas sur de la thérapie comportementale, on est bien sur de la formation. À quels horaires sont les séances ? On les choisit ensemble. Alors, souvent, on s'adapte. Par exemple, là, j'ai un monsieur qui rentre en formation dans 15 jours. C'est 7h, 9h. Parce qu'il travaille dans un parc à huîtres et que c'est comme ça. C'est le temps que lui, il a. Donc, moi, ça me va bien parce que le matin, je suis de bonne heure. Émilie, je suis pas sûre, 7h. Voilà. Et comment ? C'est l'heure où les enfants se lèvent. C'est ça. Hein, moi, c'est fini, ils sont grands. Donc voilà, on le décide ensemble. Après, effectivement, il faut trouver des places. Donc, comme on travaille justement en individuel, là, moi, pour ma part, j'ai pas de place avant le mois de mai. Et Émilie pourrait faire entrer une personne, c'est ça ? Voilà. Assez rapidement. Donc, en gros, quand vous décidez, il faut vous dire que vous avez entre 1 et 2 mois d'attente pour entrer en formation.
puisque moi, je reste 4 mois en formation avec les gens et je prends 2 personnes par jour. Mais Émilie, elle n'a pas que ce travail-là, elle a un autre travail à côté. Donc voilà pourquoi elle prend moins de personnes. Et donc, moi, je prends 2 séances par jour, ce qui est, je veux dire, important pour moi. Oui, Maïtena, nous aussi. On te remercie de ta présence et de ton témoignage et à bientôt sur ta chaîne Mesdames. Voilà. Et à vendredi. Ouais. Bonsoir, Maïtena. Ouais, elle a de la chance. C'est bien d'avoir des parents et des grands-parents qui s'occupent de nous. C'est chouette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Moi, j'ai... Ah, pardon. Le CPF, peut-il couvrir une partie de l'inscription? Non. Le CPF ne prend en compte, c'est ce que je vous disais au début, que les formations certifiantes ou diplômantes. C'est fini. Elles ne prennent plus des formations comme ça, même si on est Calliope. Donc non, malheureusement, c'est pas pris en charge par le CPF. Et ce n'est pas possible parce que ça fait des années que je travaille sur le RNCP. On a beaucoup avancé. Je vous ai tenu au courant, hein, Isabelle, je vous ai dit... voilà, nous, on a tout structuré pour être sur du RNCP. Ce qui pose problème au niveau du RNCP, c'est qu'à la fin, il faut qu'il y ait un jury externe qui valide l'acquisition de compétences. Ce qui est, à mon sens, complètement nul, parce que en tant qu'Asperger, vous allez leur réciter par cœur le cours et voilà. Mais dans la vraie réalité, il n'y a que vous qui pouvez dire si la formation, elle vous fait du bien ou pas. C'est pas un jury. De certifier la formation, c'est comment vous l'appropriez, comment ça va vous apaiser, comment ça vous permet de réguler, de vous sentir mieux. Voilà, donc c'est pour ça que sur le RNCP, on n'est pas allé jusqu'au bout, on a tout structuré pour, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a Isabelle qui nous laisse? Oui. Romain qui est parti. Ok, bah, je vous embrasse. J'ai une question. Je suis HPV1, mais a priori, enfin, pas diagnostic. Je me reconnais dans vos propos, mais pas sur les cases où je suis plutôt éparpillée, au contraire, sauf au travail. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème. La formation, elle est faite pour tout le monde au départ. Et on réintègre le handicap dedans. Donc, de toute façon, un focus verbal, tout le monde en fait. Des compréhensions littérales, tout le monde en fait. Cécité contextuelle, tout le monde en fait. Le problème, nous, c'est la récurrence. Voilà, nous, c'est tout le temps. Donc, même si vous n'êtes pas TSA, c'est la formation. Si vous avez des problèmes de communication, des problèmes relationnels, vous avez du mal à comprendre, eh bien effectivement, la formation, elle va répondre à ces attentes-là. Dans les gens que j'ai aujourd'hui, que j'accompagne, j'ai des gens qui sont diagnostiqués, mais j'ai beaucoup de femmes qui ne sont pas diagnostiquées officiellement, mais qui ont des enfants diagnostiqués et qui se reconnaissent dans le schéma de communication, en fait. Voilà. Au revoir, Barbara et Romane. Alors, j'ai juste oublié de dire, avant que vous partiez tous, quand même, c'est que je vais vous renvoyer un mail demain et je vais vous proposer, pour ceux qui sont intéressés, un entretien de positionnement. Alors, pour ceux qui sont diagnostiqués, je vous explique comment ça marche. Je vous offre l'entretien de positionnement, c'est 3/4 d'heure, 1 heure, on discute, on se met d'accord sur vos attentes, vos besoins, voilà, on discute de tout ça et on valide ou pas l'inscription. Pour ceux qui ne sont pas diagnostiqués, je fais ce qu'on appelle les entretiens de repérage. Donc ça dure 3 heures. On va faire un bilan sur votre perception, en fait, traitement de l'information sensorielle, émotionnelle et cognitif. Donc moi, c'est là où je vais me rendre compte et je vais vous montrer en quoi ça peut dysfonctionner. Alors, ce bilan, il
il dure, je vous dis, 2h30, 3h. Il est enregistré, vous pouvez le revoir autant de fois que vous voulez. On s'appuie sur un test que je vous fais faire sur 121 questions. Et justement, à travers ce test, je vais voir ce que vous comprenez de l'information, comment vous le comprenez, comment vous le réintégrez, la lucidité que vous pouvez avoir sur vous-même. C'est un test intéressant parce que quand on est autiste, on ne se voit pas faire. Mais quand l'autre nous raconte et dit « mais ok, ça tu le fais pas comme ça, mais est-ce que ça tu le fais ?»« Ah oui, si, ça je le fais. Ah, voilà. » Et bien parce qu'en fait, vous n'avez pas bien compris la question qui vous est posée. Elle ne vous parle pas, elle n'allume pas l'image. Voilà. Donc, les entretiens de repérage, c'est 350 €. Et ça, il faut trouver 3 heures. Donc, on le voit ensemble. Ça peut être un samedi matin. Je prends les entretiens de repérage. Souvent, je les prends le samedi matin. C'est un entretien, moi je sais qu'il a été très important, notamment parce qu'il a été fait avant que je sois diagnostiquée. Il a été fait à un moment où ça n'allait pas. C'était très compliqué. Où j'étais en burn-out, qui lui non plus n'avait pas été plus identifié que ça, mais où j'étais complètement perdue. Et Sonia m'a vraiment aidée à voir où était la porte qui menait vers la lumière, vers la compréhension. Et du coup, voilà, ça a été le début. Alors, tout le reste de la formation est très enrichissant, très apaisant. Mais voilà, ce premier entretien de repérage, je sais que chez moi, il a été fondamental. Et il m'a permis aussi de comprendre toute ma vie. Le questionnaire, puis l'analyse de Sonia, j'ai vraiment compris mes difficultés, mes facilités, pourquoi je faisais ce métier-là, pourquoi j'avais des difficultés là-dessus. Il m'a permis d'accompagner mon fils aussi. Donc, s'il y a une vision qui est... Désolée, j'en suis toute... moi aussi, du coup. C'était un moment très fort. Très important. Merci. Merci beaucoup de ton témoignage, Julie. Excusez-moi, je peux me Oui, permettre Isabelle. parce qu'en fait, moi, je ne suis pas diagnostiquée. Je suis pas diagnostiquée parce que c'est un parcours du combattant, en fait. Oui, je sais bien. Alors, c'est très, très... Son libéral, c'est très onéreux. Les CRA, alors c'est un parcours... Ils ne nous voient pas. Non, mais Isabelle, c'est pas la peine. Parce qu'en fait, les CRA ne sont pas là pour ça. Les CRA, alors j'ai appris ça quand j'étais au... Je vais vous apprendre un truc. Les centres de ressources autistiques, c'est ce qu'on appelle... Ils ne sont pas en première ligne. Ils sont en deuxième ou troisième ligne. C'est-à-dire que ce sont les médecins, quand il y a des grosses comorbidités, qui envoient vers le CRA. Mais ils ne sont pas habilités à diagnostiquer de l'autisme, l'autisme Asperger, c'est-à-dire l'autisme sans déficience intellectuelle. Donc, ils ne le connaissent pas, ils ne sont pas formés à ça. Donc, eux, ils n'ont affaire qu'à des enfants, souvent des enfants ou des adultes en très, très grande difficulté. Et donc, forcément, quand ils nous voient, nous, non, vous n'êtes pas autiste. Donc voilà, c'est pas les CRA qui peuvent nous diagnostiquer, c'est très rare, ça arrive, j'ai des clients qui ont été diagnostiqués par des CRA, mais c'est très très rare. Après en libéral, effectivement, ça coûte entre 600 et 700 € quand c'est bien fait, parce que là aussi, attention, moi j'ai vu des choses où non, c'est pas comme ça que ça se diagnostique. Voilà, donc attention. Et puis après, quand on arrive à un certain âge, le diagnostic, il faut se dire, pourquoi j'en ai besoin? Qu'est-ce que je veux résoudre? Parce que le diagnostic, on va me dire que je suis autiste, ok? Et après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Alors, quand il y a des grosses comorbidités, quand il y a besoin d'un dossier d'invalidité, d'une RQTH pour le travail, oui. Là, oui, il faut déposer un dossier. C'est important d'avoir le diagnostic pour avoir l'accompagnement approprié. Oui, justement, qui diagnostique à nos âges Des neuropsies en libéral. Des neuropsies en libéral. Voilà. Et encore des bons neuropsies. Ici, il n'y en a pas. Comment? Ici, il n'y en a pas. Alors, où il faut aller. Moi, j'en connais plusieurs qui font en visio, mais je ne recommande plus personne. C'est malheureux.
Parce que, comment dire, j'ai vu des choses où non. Voilà. Donc, je connais une Canadienne, franco-canadienne, avec qui je travaille et qui fait du diagnostic, et qui fait un diagnostic sérieux avec des questionnaires croisés, des questionnaires aux parents, des questionnaires... Par exemple, quand on a notre âge, c'est plus nos parents, hein, ils se rappellent plus si on marchait à quatre pattes, si on pointait du doigt, si voilà. Mais par contre, moi, dans mon diagnostic, c'est mon compagnon, mes enfants qui ont répondu. Parce que c'est eux qui vivent avec moi au quotidien. Donc, c'est eux qui ont pu témoigner de ça, elle le fait pas, ça, oui, ça le... Voilà. C'était intéressant d'ailleurs de voir leur vision sur mon comportement. Voilà. Donc, c'est compliqué le diagnostic. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi je cherche à être diagnostiquée ? Pour régler mon problème d'interaction ? Vaut mieux vous former. Excusez-moi Isabelle, mais vous irez plus vite. Moi je vais direct au but, je suis sans filtre. Bah oui, j'aime bien parce qu'Émilie, ça la fait rire. Mais oui, mais parce que on a besoin d'apprendre. Et une fois qu'on a vu, avec un entretien de repérage, vous en saurez autant qu'avec un diagnostic. Je fais pas les prises de sang, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Je peux compléter, Sonia, si tu veux, effectivement, vu que moi j'ai fait l'entretien de repérage avant mon diagnostic. Le diagnostic n'a fait que confirmer ce que Sonia avait identifié en termes de HPI, TSA, TDA, dyslexie, dyscalculie. Voilà, c'est vraiment Sonia qui me l'a identifié. Et après, le diagnostic l'a confirmé. Alors après, voilà, moi je l'ai fait diagnostiquer notamment parce que je l'ai fait avec mon fils. On a tous les deux été diagnostiqués par la même psy. Donc elle, ça lui a donné aussi une vision globale. Je pense que le fait de me comprendre m'a aidé aussi à accompagner mon fils, et moi m'a permis de mieux l'accompagner aussi. Mais on a eu la chance que la personne qui nous a été conseillée était spécialisée en HPI et TSA. Oui, c'est très rare en fait. Parce qu'une femme de 40 ans qui va avoir un psy qui n'est pas spécialisé dans le HPI plus le TSA, le professionnel à 80% va passer à côté. Il va passer à côté. Surtout que quand on y va, c'est dans une période, enfin moi en tout cas, c'est dans une période où j'étais fatiguée. Donc j'étais pas forcément comme je le suis, comme je l'ai été les 40 années d'avant. Et effectivement, une fois qu'on a le diagnostic, bon bah ça confirme, mais c'est pas ça qui nous apprend à vivre avec. Et c'est vraiment plus les explications qu'on a de Sonia que le rapport. Et pourtant, je suis passée avec une psy vraiment super. Je ne démonte pas du tout son travail. Mais ce qui me permet d'aller mieux aujourd'hui et de mieux gérer mon quotidien et mon fils, et qui a éclairé aussi mon mari, qui nous comprend mieux, qui comprend mieux nos réactions, c'est vraiment le travail qu'on fait avec Sonia. Pour le coup, moi, je suis très lente, on va dire, sur la formation, parce que j'ai commencé la formation avec Sonia il y a 2 ans. Donc voilà, mon niveau de fatigue et mes capacités remontent doucement, et Sonia a la gentillesse d'avoir la patience avec moi. Mais donc voilà, je peux... Oui, alors t'as fini la première formation, t'es sur le programme approfondi, parce que sinon tu vas leur faire peur là, Julie. Et maintenant tu es sur le live coaching surtout, tu continues sur le live coaching. Non, la formation elle est rapide, elle est au début, elle est intense, mais elle fait du bien. Et voilà. Ok, merci. Donc, je tiens bien à préciser, je ne diagnostique pas, j'évalue votre manière de traiter l'information au niveau sensoriel, émotionnel et cognitif. Et je vous explique en quoi... je vous montre en fait. Je vous dis, vous avez vu, ça vous le faites comme ça, ça vous le faites comme ça. Ah là, vous croyez avoir compris ça ? Peut-être pas tout à fait ça. Donc je vous montre et du coup, d'un seul coup, comme on vous le montre, vous le voyez tout simplement. Et donc vous le comprenez parce que on n'est pas plus stupide que les autres. Quand on nous montre un truc, nous on comprend. Voilà. Mais tant qu'on ne nous le montre pas, moi je sais que mes parents par exemple me disaient, Sonia, tu intellectualises trop. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Je disais, ah bon, il y a une autre manière de faire ?
Bien sûr que j'intellectualise. C'est bien ton cerveau qui te dit comment il faut faire les choses. Ce que je ne voyais pas, c'est que j'étais complètement coupée du reste. Et donc, je partais dans des scénarios, dans une complexification, dans une argumentation, dans une justification tout le temps, là, surtout que je m'accrochais à mon point de vue. J'étais persuadée d'intégrer la réciprocité, alors que je l'intégrais absolument pas, mais je n'en avais pas conscience, parce que comme j'analysais et que je regardais les autres et que je me positionnais en fonction d'eux, j'étais persuadée de les intégrer. Ce que je ne voyais pas, c'est que je ne les voyais que selon mon propre prisme. Jamais par rapport à leur point de vue à eux-mêmes. Voilà. Et bien ça, tout ça, voilà, ça s'apprend, ça s'expérimente en fait. Et quand je vais vous expliquer, en vous donnant des exemples, en vous montrant des cartes, en vous montrant tout le traitement de l'information, eh bien, vous allez pouvoir le réinvestir dans votre vie. Et comme disait Julie, ah bah oui, maintenant on comprend pourquoi on a réagi comme ça, pourquoi on faisait comme ci, pourquoi on faisait comme ça, pourquoi les autres ne comprenaient pas, pourquoi j'étais en surcharge tout le temps et énervée. Parce que je n'avais pas les bonnes cartes en main et que je passais beaucoup de temps à traiter une information qui n'est pas l'information principale, qui m'embrouillait dans la compréhension, qui m'empêchait de me faire comprendre, qui en plus renvoyait aux autres une vision de Madame je sais tout et j'ai toujours des conseils à donner à tout le monde. Vous allez dire ça n'a pas trop changé. Si, mais maintenant je le sais. C'est ça qui change. Voilà, je l'assume. Donc vraiment, maintenant, ça fait 5 ans qu'on fait la formation, 5 ans qu'on l'a tournée dans tous les sens, en réintégrant le handicap. On arrive vraiment à permettre aux gens de s'apaiser, en fait, de vivre en sérénité. Je crois que c'est les 2 mots que j'ai envie que vous reteniez ce soir. C'est que le bienfait de la formation, c'est de vous sentir libre de choisir et beaucoup plus apaisé. Donc, fini les colères, les sentiments d'injustice, les sentiments de c'est tous des cons, ils comprennent pas, enfin voilà, tous ces sentiments d'insécurité en fait, hein, qui nous obligent à penser tout le temps à plein de choses, voilà, c'est stop. On arrête les ruminations. C'est ok ? En tout cas, j'espère que cette présentation, je voulais remercier tous les témoignages qui sont venus. Vous n'étiez pas obligés les uns et les autres et je suis vraiment super contente que vous défendiez cette formation qui essaye de vivre au milieu de tous ces... de toutes les propositions qu'on peut trouver et qui sont malheureusement pas toujours bien, comment je pourrais dire, éthiques. C'est ce que j'essaye d'apporter, pas de pathologisation, éthique et le travail vraiment sur la communication relationnelle. Voilà. Donc je vous remercie à ceux qui sont venus témoigner et je remercie à ceux qui sont venus se renseigner aux portes ouvertes pour mieux comprendre notre travail, à moi et à Émilie. Voilà. Et Émilie, bien sûr, je te remercie d'avoir pris ce temps.